Bonjour les chefs de famille, j'espère que vous êtes en forme. On est encore une fois en compagnie de Dominique Lépine, notre conseillère financière, pour venir parler de finances et d'administration, de paperasse, bref, de tous ces sujets-là qui, des fois, nous sont un peu inconnus. Le grand thème du mois de mai, c'est l'hygiène de vie. Puis là, on s'est posé la question, comment on aborde ça du côté des finances? Mais je pense que hygiène de vie, santé financière, il y a un lien là, assez évident. Et on a décidé de vous parler un peu d'assurance parce qu'une bonne santé financière passe par prévoir l'imprévisible et, comme je disais à Dominique, en tout cas moi personnellement, jusqu'à tout dernièrement, je m'y perdais totalement dans le monde de l'assurance, assurance vie, invalidité, hypothèque. Et puis, tu sais, c'était quand même des discussions qu'il y avait au sein de notre couple où moi, je suis très, très... j'aime prévoir, là, tu sais, j'aime savoir que tout est prévu. Mon chum a peut-être un petit peu moins ce besoin-là. Donc, souvent, arrivait la discussion au sein du couple, ben là, on est ben trop assuré, ou ben voyons, ça n'a pas d'allure, on n'a pas besoin de ça, ou tu sais, puis j'avais besoin d'arguments pour être capable de comprendre, puis de justifier mon point, puis de tenir mon bout. Et puis, ben, Dominique, tu vas venir nous donner quelques informations aujourd'hui à propos Oui, de l'assurance, parce que c'est quand même quelque chose qui est très important. C'est un champ qui doit être dans notre budget, en fait. oui, oui. Un champ de dépenses qui doit absolument être dans notre budget. En fait, je dirais de la même manière que on passerait pas ne pas assurer notre auto ou notre maison. On Oui. devrait assurer nos revenus, c'est clair. Là. Nos revenus, là, c'est notre plus grande valeur. Là. Donc, il faut assurer ça. Ça serait beaucoup plus dramatique de décéder puis avoir de revenus qui rentrent dans la famille suite à notre décès ou qu'on soit en invalidité que de faire un accident, avoir une perte totale avec notre auto et devoir assumer cette perte monétaire-là. C'est beaucoup moins que notre revenu. Là. Donc, c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue. Quand on dit que c'est trop cher, c'est qu'on a un problème dans notre budget là, parce que ça devrait être une priorité. Il y a moyen de bien se couvrir à moindre coût. Faut voir, puis c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Il faut bien choisir les produits auxquels on va adhérer. Ouais, c'est ça, parce que, tu sais, quand on entend le mot vendeur d'assurance, ça, c'est Oui, comme, on dirait que ça nous fait dresser le poil, ses bras. Pourtant, on est dans une période de notre vie, tous ceux qui nous écoutent, tous les chefs de famille, où l'assurance, c'est probablement la période de notre vie où elle est le plus importante parce qu'on a beaucoup de responsabilités, on a des enfants à charge, nos revenus sont peut-être pas encore au top. On n'est pas au top de l'échelle salariale, mais c'est le moment où on a le plus de dépenses. Fait que, tu sais, souvent, c'est souvent on le peine à moment. rejoindre les deux bouts. Puis c'est ça. Fait qu'il faut absolument faire une place. S'il y a un moment de notre vie où il faut faire une place à l'assurance, c'est bien maintenant. Exactement, parce que nos besoins d'assurance sont pas les mêmes toute notre vie. Normalement, quand on est jeune, on en a plus ou moins besoin parce qu'on n'a pas de responsabilité. Quand on commence dans le milieu du travail, souvent vient avec le début dans le milieu du travail, tout ça, des dettes. On va emprunter pour un auto, on va emprunter, on va acheter une maison, on va créer une famille, on a des enfants. Là on arrive à un sommet où est-ce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de responsabilités financières. Puis c'est une période de notre vie où, règle générale, on n'a pas énormément d'épargne parce qu'on n'a pas encore constitué notre fonds de retraite, on n'a pas encore. Donc, on va avoir une période où on a besoin de vraiment beaucoup d'assurance, mais ce besoin-là va diminuer avec le temps parce qu'on va s'enrichir. Donc, advenant un imprévu, un événement malheureux, notre besoin en assurance va être moindre parce qu'on va avoir plus d'épargne. Donc, rendu à la retraite, les besoins d'assurance devraient être minimes, à moins de situations exceptionnelles, parce que j'ai mon épargne retraite. Je vis sans travailler. J'ai assez d'argent pour vivre sans travailler. Donc, je devrais, advenant mon décès, mes actifs vont rester quand même là, à mon conjoint ou à mes enfants. C'est pour cette raison-là que souvent, on va nous offrir une assurance vie temporaire, en fait. Puis Exactement. c'est de ça dont tu vas nous parler parce que je pense que la première chose, Oui, un des premiers besoins en assurance, ben, en tout cas, un des besoins en assurance, c'est pas le plus important, mais c'est l'assurance vie. l'assurance vie. Ah, c'est le plus connu, je dirais.
avant, je vais juste revenir pour dire que avant de décider qu'est-ce qu'on prend comme assurance, il faut vraiment analyser, faire des simulations. Qu'est-ce qui arriverait si je décède? Qu'est-ce qui arriverait si mon conjoint décède? Qu'est-ce que je veux qui arrive? Est-ce que je veux que mes enfants déjà prévoient tout l'argent pour les envoyer aux études à l'université ou je veux tout simplement un minimum? Ça c'est à moi, puis c'est avec mon conseiller. Justement, faut pas avoir l'impression qu'on veut nous vendre de l'assurance à tout prix. Il faut avoir l'impression qu'on est conseillé. Écoutez, c'est nous, c'est nos valeurs à nous, puis c'est nous qui déterminons quel besoin on veut couvrir à notre décès. Et n'oubliez surtout pas, pour ceux qui ont des régimes de pension, que votre régime de pension, il prend de la valeur. Là. Si vous travaillez, peu importe, vous avez un régime de pension, votre conjoint va avoir droit à cette somme-là. Là. Donc, si on ne veut pas tomber en surassurance, il faut considérer ce régime de pension-là là, qui s'accroît avec les années. Donc, oui, tu as raison, Annie. On a 3 grandes catégories d'assurance. On a l'assurance temporaire, l'assurance temporaire, l'assurance vie entière et l'assurance vie universelle. L'assurance temporaire, on a une prime que l'on va payer qui va être la même durant un certain nombre d'années. Si je prends une temporaire 10 ans, on va appeler ça souvent une T10. Je vais payer la même prime durant 10 ans. Au bout de 10 ans, cette prime-là va augmenter. Le 10 ans suivant, elle va encore augmenter. Ça va se renouveler. Souvent, on va toujours pouvoir renouveler, mais à un coût plus élevé. Donc, pour donner un ordre de grandeur, on a, en fait, la temporaire, on va retrouver des temporaires 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, T100, qui va être une vie, finalement, pour toute une vie. Pour vous donner un ordre de grandeur, j'ai fait, parce que c'est facile de parler d'assurance puis de parler de coûts, mais quand on met pas de chiffres, ça ne fait pas beaucoup d'images ça parle pas beaucoup, en fait. Non, on met ça en dollars, c'est plus visuel, là. Donc, j'ai fait une simulation pour un homme non-fumeur de 46 ans qui voudrait avoir 500 000 d'assurance. Puis cet homme-là, ça va être notre référence pour toute la chronique. On se base sur un homme de 46 ans non-fumeur. Exactement. Donc, pour une T10, 500 000 d'assurance, T10, 42,30 par mois. En T20, même prix durant 20 ans, 77,85. En T100, donc je m'assure pour ma vie entière, 547,20. Fait qu'on voit qu'il y a vraiment une gradation dans les prix assez importante. Donc, ce qu'il faut que je garde en tête, c'est que je pourrais combiner dire, pendant 20 ans, là, c'est souvent 20 ans, on a des enfants, là, une famille, là, il y a souvent un 20 ans, là, où il y a beaucoup, beaucoup de besoins d'assurance. Les enfants sont jeunes, on n'a pas beaucoup d'épargne, on a de l'hypothèque à payer, là, c'est vraiment le pic, là, c'est souvent un 20 ans. On pourrait décider de le prendre en T10 et de renouveler, mais on pourrait justement le modeler, là. On prend un risque si on prend un T10, puis je veux dire, surtout à 40 ans, on ne sait pas ce qu'on peut avoir parce qu'on s'entend que si on le renouvelle, puis qu'il arrive quelque chose, on a un pépin de santé. On va pouvoir renouveler, ça va te renouveler. On va pouvoir renouveler quand même aux mêmes conditions. Exactement. Okay. Exactement. Intéressant. On va déjà connaître le prix d'avance. OK. Combien ça va me coûter dans 10 ans, et oui, je vais pouvoir renouveler. Par contre, si je suis top santé, puis que je suis un renouvellement ou même en cours de route, je peux retourner sur le marché, voir combien ça me coûterait. C'est possible que je puisse avoir un meilleur prix. OK. On retourne magasiner. Parce que c'est souvent l'argument qui tient, on nous dit, prends une assurance vie assez tôt parce que tu es en santé encore. Attends pas d'avoir des problèmes de santé parce qu'une fois que ça se déclare, il faut que tu les déclares, puis là, ça risque de te coûter plus cher. Exactement. Ça c'est très vrai. Mais en temporaire, on va être en renouvellement automatique. Après ça, on a l'assurance vie entière. Ça, je dirais que c'est la classique. Nos parents avaient souvent des vies entières pour nous autres de 15, 20, 25 000, 50 000. La vie entière, c'est je vais conserver mon assurance toute ma vie. Ça va être le même prix toute ma vie où il n'y aura pas de gradation de prix. Et si je mets fin à cette assurance-là, je vais avoir une valeur de rachat. Donc, il y a un petit côté épargne de ça,
Mais on va voir que c'est beaucoup plus dispendieux. Si je prends mon même monsieur, la prime, si elle est payable à vie, ça va lui coûter 635,40. Et si, souvent, ces polices-là, on va dire, bon, on va payer pendant 20 ans, pendant 10 ans, puis on va libérer. Si on parle de payer durant 20 ans pour libérer la police, on va parler de 1042,20 par mois. Donc, c'est vraiment plus dispendieux, là. Il y a des stratégies, quand on a vraiment du surplus dans nos budgets, il peut y avoir des stratégies fiscales de mis avec ça, de le voir comme de l'épargne, mais il faut vraiment voir qu'il y a un écart dans les prix. Puis, faut voir qu'il faut s'assurer de conserver la police toujours parce qu'on a vraiment payé d'avance des frais, là, le 635,40 versus une T20 à 77,85, là, c'est beaucoup d'argent de donner d'avance. Donc, c'est un produit qui est intéressant. Il faut évaluer là, nos besoins. Puis, oui, c'est ça, parce que tantôt, tu nous parlais d'une T100. Oui. Puis, qui était à 547. Puis, avec ton calcul, ouais, c'est ça. Puis là, la vie entière, on arrive à 1 000 par mois, mais en même temps. En fait, là, à 1 000 par mois, c'est celle qui est payable durant 20 ans seulement. OK. Ah, tu la payes pendant 20 ans, puis tu es assuré pour la vie. OK, bon, parfait. Donc, je comprends. Si elle est payable à vie, on parle de 635,40. Puis en T100, on parle de 547,20. L'écart, c'est ma valeur de rachat, dans le fond. Là. Si je veux, il y a un frais d'administration parce que je vais avoir une valeur si jamais j'arrête de payer. OK, parfait. Ce que je n'aurais pas envie temporaire. Après ça, on a l'assurance vie universelle, qui est peut-être une assurance qui est assez commune présentement. C'est un petit peu un mélange des deux. En fait, je vais payer une prime et cette prime-là va servir à payer et mon assurance et me mettre de l'argent de côté. Et le but de cette assurance-là, c'est de dire, admettons, je vais dire à l'assurance, c'est moi qui, contractuellement, là, on va décider. Je vais dire, ben moi, je vais me baser sur une T10. Mais je vais payer à tous les mois comme une T20. Je donne un exemple. Fait que dans 10 ans, quand ma prime elle va augmenter, je vais avoir de l'argent de côté pour venir m'aider à payer cet écart de. Donc, c'est une assurance qui est beaucoup plus modulable. J'ai beaucoup plus de choix, de liberté. Mais il y a un coût d'administration là, derrière cette structure-là aussi. Fait qu'il faut voir, là, prendre une vie universelle et faire presque pas d'épargne, c'est peut-être pas le meilleur choix, mais c'est à voir avec le conseiller. Après ça, il faut savoir qu'une fois qu'on va avoir dit, je veux une assurance de 500 000, j'ai pris une T20, peu importe, là, on va me proposer des avenants. Avenants, exonération des primes. Ça veut dire, si je suis invalide, ils vont payer la prime pour moi, donc je vais m'assurer de ne pas perdre mon assurance. Avenant décès, si jamais je décède, ils vont payer plus que mon 500 000, soit 250 000 de plus, 500 000 de plus. Avenant de fracture, si j'ai une fracture, ils vont me donner un montant X. Avenant pour assurer mes enfants. Donc, tout ça, ça vient augmenter le coût aussi. Donc, il faut vraiment prendre le temps d'évaluer le besoin. Je prends l'avenant de décès. Est-ce que vraiment j'ai besoin de plus d'assurance si je décède accidentellement versus si je décède par maladie? Est-ce que ça vient changer? Tu vois, moi, je trouve que c'est à partir de ce moment-là où on se met à douter quand on a un conseiller d'assurance. Là, c'est comme te donner tes extras, comme quand tu achètes un produit. Là, on veut te vendre une garantie supplémentaire, on veut te vendre. Puis là, c'est là où tu dis... Puis ça vient jouer avec ça vient jouer avec des émotions. Tu sais, on te parle, t'assures pas tes enfants. Là, mon Dieu, mes enfants, mais tu sais, je trouve ça vraiment, c'est le bout où je trouve que c'est plus difficile, où là, on se met à stresser un peu, là. Tout à fait. Puis, c'est là qu'il faut, c'est vrai, là, le but, faut savoir, là, les compagnies veulent qu'on coche le plus de cases possible parce qu'ils veulent faire le plus d'argent possible. Il faut vraiment revenir à la base. Si j'ai pas d'assurance invalidité, j'ai pas de couverture, peut-être que l'exonération des primes, elle est très importante. Parce que c'est vrai que si je peux pas travailler, je voudrais surtout pas que mon assurance vie arrête. Par contre, si j'ai une assurance collective avec mon employeur, puis mon salaire va rentrer quand même si je suis invalide, ben, j'ai probablement pas besoin vraiment de cet avenant-là. Puis souvent, faut garder là, la base, puis c'était quoi notre besoin.
Parce que le coût de ces assurances-là, c'est souvent, ces avenants-là, c'est souvent pas des gros montants. Donc, ça fait comme, oh, c'est pas grave. Ah, ben oui, c'est des tant qu'à, tu sais. Oui, Tant qu'à être là, ben, je vais en prendre un petit peu plus, puis je vais être sûre, puis ouais, exactement. Mais de là, l'important, je pense, d'avoir vraiment une bonne relation de confiance avec un conseiller, que tu sais qui va faire les choses pour tes besoins, puis pas nécessairement pour aller chercher un maximum de revenus pour les compagnies. Exactement. Il faut vraiment faut la sentir, cette relation-là. Ouais. Vraiment. Qu'elle est de conseil et non de vente. Là. Oui, exact. Exact. Ensuite, on a l'assurance invalidité. Mettons qu'on vient de fermer le volet assurance vie. Assurance invalidité, c'est selon moi la plus négligée et la plus importante. L'assurance invalidité, c'est advenant que je ne peux pas travailler. Qu'est-ce qui va arriver? Ça veut pas dire, parce que des fois, on l'entend, assurance invalidité, on dit si on devient invalide. C'est de même, on dirait qu'on l'aperçoit, mais ça va au-delà de ça. Il m'arrive quelque chose, je peux plus travailler. C'est pas de devenir invalide, d'avoir perdre des membres ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment d'avoir un événement dans notre vie qui fait qu'on peut pas travailler. On peut plus travailler, ouais. Durant une période X. Puis c'est souvent, encore là, notre besoin d'assurance invalidité va varier dans le temps. Plus j'approche de la retraite, moins j'ai besoin normalement d'assurance invalidité. Plus j'ai d'épargne, moins j'ai besoin. Il faut bien évaluer qu'est-ce qu'on a avec notre employeur. Faut vraiment regarder, toujours vraiment faire le tour de ce qu'on a déjà parce qu'on ne veut pas se surévaluer, mais on veut bien s'assurer. On ne veut pas se surassurer, mais on veut bien s'assurer. L'assurance invalidité, on va encore l'avoir sous plusieurs formes. On va avoir des assurances prêts. J'ai un prêt, si je suis invalide, ils vont payer à ma place mes mensualités. Mes cartes de crédit vont m'offrir des assurances. Il y a plein de créanciers qui vont m'offrir des assurances. Puis souvent, on va payer à plusieurs places, puis on serait peut-être mieux de se prendre une bonne assurance, couvrir nos besoins, puis après, dire, ben j'en ai pas besoin de payer des petits 10 piastres, 2 piastres, 5 piastres. C'est comme dans n'importe quoi. On essaie de centraliser nos dépenses. C'est beaucoup plus facile à gérer que d'avoir plein de petites dépenses un peu partout. Oui. Puis c'est le cas de l'assurance hypothèque, entre autres. Exactement. L'assurance hypothèque, c'est probablement celle que les gens adhèrent le plus. C'est pas mauvais en soi, mais je pense qu'il y a encore un moyen de s'assurer autrement qu'en liant l'assurance à une hypothèque. Je m'explique. D'abord, l'assurance hypothèque, je peux la prendre auprès de mon créancier, mon prêteur hypothécaire, ou auprès d'un assureur qui n'est pas lié à mon prêt hypothécaire. La différence, si je la prends avec mon créancier, c'est que elle est liée avec mon prêt à la banque. Je dirais que ça vient tout à l'heure un petit peu nous attacher, nous attacher les mains, limiter nos possibilités dans l'avenir. Tout à l'heure, Dominique, tu parlais de qu'est-ce qui arrive si je suis plus assurable. Mais dans le cas de l'assurance invalidité, assurance hypothécaire qui est liée à l'hypothèque, ça veut dire que si je ne suis plus assurable, je suis déjà en invalidité, je suis pas en invalidité, mais j'ai des contraintes qui fait que je suis plus assurable. Mais si je veux changer de banque, mon assurance va prendre fin. Donc, forcément que je vais rester avec ma banque parce que je veux pas que mon assurance prenne fin, mais c'est peut-être pas la meilleure décision financière. Ça nous empêcherait de changer d'institution financière pour avoir un meilleur deal ailleurs, peut-être, là, dans un certain avenir. Puis, tu sais, je veux dire, on le sait, des fois, notre hypothèque, c'est aussi, on veut réhypothéquer parce qu'on a des projets en cours de route, donc ça peut nous limiter. Mais c'est sûr que, tu sais, quand on prend une hypothèque, là, déjà, on est dans paperasse par-dessus la tête, puis là, on nous dit, ça nous prend absolument une assurance. On est obligé d'assurer notre hypothèque. Fait que souvent, on se passe... Ça, c'est quand quelqu'un vous dit, vous devez la prendre, là, ce n'est pas vrai. Non, c'est ça. En fait, c'est que tu es obligé d'assurer ton hypothèque, de fournir une preuve d'assurance quand même. Tu es obligé d'assurer ta maison. Ah, c'est ça. Ben, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, OK. Qui n'est pas liée à. Ouais. Mais souvent, dans les. Mais on te demande une preuve d'assurance. Oui, c'est ça. Puis,
là, si on a pris l'assurance hypothèque, mais Oui. pas avec la banque, au moins, je vais pouvoir changer de prêteur sans venir mettre à Ouais, risque c'est ça. mon assurance. Ben, c'est Par ça, en contre, fait, ce que je voulais ouais, dire, là, juste pour pas mêler les gens, là, c'est qu'effectivement, il faut assurer ta maison. Et souvent, le courtier hypothécaire, ton prêteur, va te demander une assurance pour clore ton dossier hypothécaire. Puis, il va t'en offrir une. oui, Donc, tu peux prendre une assurance hypothèque ou, nous, ce qu'on a fait, puis probablement, c'est ce que tu vas nous suggérer ouais, aussi, c'est de prendre un montant de notre assurance vie pour rassurer notre maison. exactement. Il y a des économies à faire avec une solution comme celle-là aussi, Oui, là. puis oui, il y a des économies à faire, puis on peut aussi assurer le paiement là, avec une assurance invalidité. Il y a des économies à faire, puis il y a de la liberté à s'acheter. Ça veut dire que plus tard, si je vends ma maison, je peux décider que je veux conserver cette portion d'assurance-là. C'est pas lié à ma maison, c'est pas lié à mon hypothèque. Je suis autonome, je décide qu'est-ce que je fais. J'ai plus de maison, j'en ai plus besoin, je l'arrête. Par contre, je veux la garder, je la garde, je la conserve, puis elle m'appartient. Je suis plus autonome. Ensuite, il y a l'assurance, justement. Plutôt que de prendre une assurance liée à l'hypothèque pour les paiements hypothécaires, je peux assurer mon salaire. Toujours en complément de ce que j'ai avec mon employeur. On va assurer le revenu. Puis il y a plusieurs caractéristiques qui vont faire en sorte que le prix va changer. Donc, je peux essayer en modulant mon assurance, de faire diminuer ma prime si je trouve que c'est trop dispendieux. Les caractéristiques principales, bon, il y en a une que je ne peux pas changer, c'est ma catégorie d'emploi. C'est certain que quelqu'un qui a un métier plus à risque, quelqu'un qui est électricien versus quelqu'un qui fait du travail de bureau, le prix de l'assurance, le coût ne sera pas le même parce qu'on parle de deux catégories d'emploi distinctes. Une autre caractéristique qui va faire varier le prix, le délai de carence. Ça veut dire combien de temps je dois être invalide avant que l'assureur me paie. Si je prends une période de 2 semaines, ça risque d'être beaucoup plus cher que si je prends un délai de 6 mois. Fait ça peut être un moyen de dire, ben moi, 6 mois, là, ça serait pas, je souhaite pas ne pas avoir de revenus pendant 6 mois. Mais si tu as un fonds d'urgence, tu as ce qu'il faut, Exactement. tu serais correct. Fait que ça te permettrait d'avoir une prime d'assurance invalidité Plus moins élevée. basse, tout en étant protégé. Ensuite, combien de temps l'assureur va me payer? Si je suis invalide, est-ce qu'il va me payer durant 2 ans? Est-ce qu'il va me payer durant 5 ans? Est-ce qu'il va me payer jusqu'à mes 65 ans? C'est certain que plus la période est longue, plus, Les plus risques sont plus. Mais c'est c'est ça. ça, Fait que dans le fond, l'assurance, elle évalue les risques puis elle te charge en fonction des risques. Fait que plus tu as de exactement. risques, plus ton assurance te coûte cher, là. Exactement. Puis ensuite, une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est la définition d'invalidité qui est très importante. Puis ça va venir faire changer le coût de l'assurance. Et c'est tout à fait normal. Est-ce que la définition d'invalidité, c'est je ne peux pas pratiquer mon emploi ou je ne peux pas pratiquer tout emploi? C'est certain que si c'est mon emploi, ça va être plus difficile parce que si moi, j'ai une commotion cérébrale, je suis plus capable de me concentrer, je peux plus faire de travail à l'ordinateur, je risque d'être invalide durant longtemps. Par contre, si la définition, c'est tout emploi, ben, je pourrais aller travailler, probablement faire autre chose qui demande moins de concentration, qui est à l'extérieur, peu importe. Mhm. Donc, faut vraiment regarder là, les définitions, Ouais. la définition d'invalidité parce que ça a un impact direct sur le coût et ça a un impact direct sur est-ce que vous allez être payé ou non en bout de ligne. Mhm. Ouais, ben oui, c'est clair. Ben oui, tout à fait. Finalement, on a une autre catégorie d'assurance qui est l'assurance maladie grave. Je dirais que c'est un petit peu un entre-deux. C'est pas, en fait, ça ressemble pas à de l'assurance vie. Ça s'apparente à de l'assurance vie parce que c'est un montant forfaitaire qu'on va OK. avoir. Donc, si je suis atteint, les assurances de base, je dirais, il y a 3 maladies de base. AVC, cancer avec risque de décès, crise cardiaque. Si je suis atteint de une de ces 3 maladies-là,
l'assureur va me donner un montant forfaitaire. Donc, c'est comme un complément. L'assurance maladie grave seule n'est pas tant intéressante, complémentaire. Elle n'est pas tant intéressante seule. Par contre, elle peut être intéressante. Il y a des gens qui ne pourront pas avoir d'assurance invalidité. Hein. Oui, c'est mieux que pas d'assurance. Il y a un entre-deux. Il y en a qui vont avoir une assurance collective, mais qui n'est pas très... c'est un besoin différent, mais je dirais, selon moi, c'est peut-être la moins essentielle. C'est quand même intéressant. Là. Si j'ai une maladie, ben, d'avoir 100 000, si je dois faire un réaménagement pour adapter ma maison parce que j'ai des contraintes, si je veux prendre... Je ne suis pas invalide, là. Je suis plus invalide, mais ça me tente peut-être pas de retourner travailler tout de suite. Donc, mon invalidité, elle me paierait pas parce que je ne suis plus invalide, mais moi, peut-être que je veux prendre l'année pour me remettre de ce qui vient de m'arriver. Donc, ça donne un montant forfaitaire qui me donne la liberté. Après ça, on parle de la base. Après ça, ben, on va avoir des garanties là, élargies, enrichies selon les compagnies. Ils vont l'appeler différemment. Là, on va ajouter des maladies. Ça peut monter jusqu'à... OK. Selon peut-être notre génétique, selon ce qui est exactement. Tu sais, on va avoir l'Alzheimer, Parkinson, s'ajouter, perte d'autonomie, surdité. Puis tout ça, bien entendu, ça a un prix. On va regarder un petit peu notre monsieur qui est rendu, qui va avoir 100 000 si jamais il est atteint d'une maladie grave. Mais ça, on va avoir les mêmes structures. On va avoir des temporaires 10 ans, 20 ans qu'on avait en assurance vie. Donc, pour 10 ans, temporaire 10 ans, ça va lui coûter 54,99 par mois, enrichi 68,85. Là, c'est sûr qu'on parle là, tout le long de la capsule. On parle de... J'ai sorti les prix avec une compagnie. Là. Ça peut varier un peu. Ouais. Des ordres de grandeur. Tu n'as pas magasiné la moins chère. Non. C'est une compagnie, mais ça a plus ou moins ça. Pour donner des ordres de grandeur, mais ça ne devrait pas être si éloigné que ça d'une compagnie à l'autre. OK. En T100, ça veut dire même prix toute ma vie, on va parler de 134,46 et 180,99 pour la valeur enrichie, pour les maladies enrichies. Donc, c'est à considérer. Il y en a qui vont la considérer aussi pour les enfants, disant si mon enfant est atteint d'une maladie grave, j'aimerais ça en tant que parent recevoir de l'argent pour pouvoir rester avec lui. Parce que si mon enfant est atteint d'une maladie grave... Pour pallier aux journées que j'aurais manquées au travail, pour pallier... Je n'aurais pas invalide moi-même, mais j'aurais peut-être pas le goût d'aller travailler, puis j'aimerais peut-être ça prendre du temps, puis prendre l'été avec lui, puis prendre du temps. Donc, c'est souvent une assurance qu'on va voir les parents en prendre une portion pour les enfants pour se donner la latitude là, de décider qu'est-ce qu'ils veulent faire là, si jamais leur enfant est atteint d'une maladie. Ces assurances-là vont souvent, on va vous offrir les remboursements des primes. Ça veut dire si vous payez pendant 20 ans et que finalement vous ne réclamez pas, il va y avoir un retour des primes. Là. C'est à voir, mais ça aussi, ça a un coût, on ajoute pour recevoir. Donc, il faut vraiment bien évaluer nos besoins. Et ensuite... C'est ça. Donc, mais tu sais, si on regarde les 3 assurances, là, puis qu'on essaie de faire un petit wrap-up rapide là, sur comment ça se... Une fois que, tu sais, je la paye, on sait ce qui arrive, là, on la paye, mais comment c'est reçu, comme là, tu viens de nous parler de l'assurance maladie grave, ça, c'est un montant X qu'on va me donner tout d'un coup. Donc, c'est pas... tandis que quand on parle de l'assurance invalidité, c'est un montant qu'on va me donner chaque mois qui va venir pallier à ma perte salariale, en quelque sorte. Exactement. Alors que l'assurance vie, ben là, ça va laisser un montant à nos proches en cas de décès. Est-ce que j'ai bien récapitulé les 3? Exactement. Fait que dans le fond, les 3 sont... les 3, en tout cas, les 2 premières sont absolument nécessaires. La dernière vient rajouter puis peut être... Tout à l'heure, je parlais d'avenant, là, ça peut être ajouté aussi des montants en avenant, des polices d'assurance vie, assurance... Je pense que l'important, c'est de regarder notre budget,
et de prioriser qu'est-ce qui, pour nous, est prioritaire. Puis de faire, c'est certain qu'il faut, à un moment donné, il y a une limite au montant qu'on veut payer par mois. Ça va avec notre budget, ça va avec nos besoins. Puis il faut prioriser qu'est-ce qui est le plus important. Si je décède, moi je dirais l'invalidité, elle est très, très importante parce que de ne pas pouvoir gagner de revenus durant notre vie, ça peut durer longtemps, puis ça cause énormément de dommages. Le décès, c'est un petit peu comme tu disais, les 2 premières sont vraiment, vraiment importantes. La troisième, elle est importante, mais si j'ai pas les moyens pour les 2 premières, il y a peut-être où je la mets en avenant sur un autre, mais il faut faire des choix. Il faut pas se surassurer, mais il faut bien s'assurer. Parfait. Puis sinon, j'imagine que dans une bonne hygiène de vie financière, on revoit nos assurances une fois de temps en temps. À quel moment on revoit nos assurances pour on s'assure qu'on a ce qu'il faut? C'est pas nécessaire de faire ça si fréquemment que ça, mais quand même, on veut être à notre affaire. Donc, tu conseilles quoi? En fait, je conseille vraiment de revoir les assurances au moins une fois par année, là, un petit check-up rapide, là. Est-ce que il y a eu des changements majeurs? Quand on parle de changements majeurs, on parle de naissance d'un enfant, changement d'emploi, retraite, mais là, on n'est pas vraiment là, mais situation conjugale, un nouveau conjoint, une séparation. Tout ça, dès qu'il y a un changement majeur financier dans ma situation, ben, ça me demande une révision rapide, une nouvelle dette contractée, achat d'un chalet, achat d'une maison, une nouvelle hypothèque. Tout ça demande un petite analyse rapide au moins pour dire, bon, est-ce que ça Je suis suffisamment couvert. Ouais, exactement. C'est ça. Puis là, peut-être qu'aux 5 ans, on pourrait remagasiner sur le marché, voir est-ce que je devrais changer si je suis encore en santé, encore assurable, est-ce que je devrais remplacer mon assurance? OK. Donc, un petit... normalement, quand il y a un changement dans notre vie, c'est sûr qu'il faut se rasseoir avec notre conseiller financier. Puis sinon, ben annuellement, on peut prendre du temps, pas passer trop de temps, mais au moins juste vérifier que on a encore un produit qui est compétitif, mettons. On peut dire ça comme ça. Tout à fait. Donc, puis ça, tu nous l'as mis dans le guide saisonnier. Oui. Donc, tu nous as mis ça une fois dans l'année. Tu nous fais un petit « Hey, oubliez pas, les filles! » Ben, je dis les filles parce que je sais qu'on est plus des filles que des gars ici, mais peut-être qu'un jour, on va avoir des pères qui vont nous suivre davantage. Oubliez pas, les chefs de famille, que ça serait peut-être le temps de faire un petit check-up, là, si vous êtes capable de vous libérer du temps pour vos assurances, tu nous le fais penser. Donc, on aime bien ça, les guides saisonniers, c'est bien pratique. Ben, excellent, c'était très instructif. J'allais dire intéressant. C'était intéressant, mais tu sais, ça reste quand même un sujet, les assurances, qu'on se dit, OK, ben, il est plus lourd, ouais. Mais il faut qu'on le fasse une fois. Fait, mais il faut savoir une chose. Une fois que ça c'est réglé, là, il y a beaucoup d'anxiété qui disparaît. L'anxiété qui nous arrive quelque chose, là, elle est continuelle quand on n'a pas d'assurance, là. Ouais. Puis quand on a des enfants, elle est là aussi. On est comme content que ça soit fait, puis ça soit réglé, puis c'est pas inquiétant, on se sent responsable. Mais tu sais, dans une chronique précédente, on a parlé de charge mentale en finance, là. C'est ça. Parce que, veux pas, il y a quelque chose, il y a un petit Jiminy Cricket dans notre tête qui dit t'as pas fait ce bout-là de ta job de parent, là. Tu sais, t'as pas... puis on veut pas laisser des proches avec des problèmes non plus, tu sais. Donc, je pense que ça amène une certaine paix d'esprit. Je suis bien d'accord avec ça, Dominique. Fait que, donc, les chefs de famille, si c'est pas encore fait, je pense qu'on vient quand même de vous aiguiller un petit peu. Vous allez savoir de quoi vous allez parler avec votre conseillère financière. Vous pouvez toujours faire un petit coucou à Dominique si vous avez besoin d'un coup de main avec ça. Alors, voilà. Merci encore une fois, Dominique, de nous éduquer et de nous emmener plein d'informations très pratiques pour mieux gérer nos finances et l'administration de notre vie de famille.